habitants du 19e, du 18e, d'Aubervilliers, ou d'autres, hein, pensiez que non, bon, ici, ils s'intéressent que à la situation de leur quartier et ça y est, leur quartier, il ne se passera rien, parce que c'est ce que j'ai dit comme propos en gros, hein, c'est qu'il n'y aura pas de consommateurs de crack et il n'y aura pas de HSA. C'est pas parce qu'on a cette situation, nous, ici, chez nous, que pour autant on se désintéresse de ce qui se passe dans le reste de Paris. En revanche, mon rôle, ma responsabilité, et ce que j'ai toujours fait depuis le début de mon mandat, c'est de ne pas mentir. Et donc moi, je ne peux pas vous dire que le poids que j'ai quand il s'agit de ma circonscription, ce poids je l'ai parce que j'ai une relation de travail avec différents acteurs, parce que je connais très très bien mon territoire, parce que quand il s'est passé ce qui s'est passé à Bercy, où j'en ai presque pas dormi pendant 3 jours, je pouvais en parler à mon mari, c'était juste impossible, tant que le sujet n'était pas réglé, j'en dormais pas. Et c'était pas la première fois. Mais moi, c'est la première fois que je l'ai su. J'ai su. Il y avait deux fiches. Oui, mais à l'époque, pour des raisons juridiques, c'était pas possible. Et là, cette question juridique n'étant plus là, finalement, le point était possible. Et pour tout vous dire, la semaine où cela s'est produit, moi j'étais censée être en vacances. Hein. Donc j'étais sur mon lieu de vacances, à passer mes journées au téléphone et partout, et à appeler des journalistes, et à rien lâcher. Ça, je peux le faire, je connais tous mes leviers quand on est au sein de la circonscription. Pour autant, que ce soit moi ou que ce soit les habitants du 12e, vous avez vu que même après l'abandon du déplacement des consommateurs de crack, il y a eu la mobilisation devant la mairie. Parce que les habitants du 12e ont dit « on n'abandonne pas les autres Parisiens ». Et c'est pour ça que moi j'ai demandé à intégrer le plan crack avec une différence en niveau de termes d'action. C'est-à-dire que là, je ne peux pas être à la manœuvre, parce que ce n'est pas la circo, mais je peux soutenir, accompagner. Cette problématique de crack, qu'elle soit à Aubervilliers, qu'elle soit dans le 10e, le 19e, le 20e, c'est une problématique de tous les Parisiens. Donc nous, on s'est mobilisés quand il y a eu donc, ce transfert de personnes, le transfert des personnes du 19e de la Villette vers le 12e. C'est pas parce qu'on est contre ces gens-là, ces gens-là, ils ont besoin de soins. Il ne faut pas hésiter de dire que ce sont des patients, ce sont des personnes malades parfois. Attendez, moi je suis... Attendez, d'accord. Alors, écoutez-moi entre vous. Est-ce qu'on va s'échanger? Hier, nous dans le 12e, donc nous avons décidé, donc avec des associations de locataires, nous avons invité M. François Diot pour pouvoir nous éclairer sur la situation. Personne n'est spécialiste de ce domaine. Ça tombe comme ça, donc ça existe depuis 40 ans. Malheureusement, les choses n'ont pas été prises en charge correctement dès le début, comme il le faut, avec un parcours de soins. Et qui dit parcours de soins, ça veut dire que les personnes sont prises en charge de A à Z. Tout le monde peut être confronté à cette situation, des familles. On voit ce qui se passe dans les collèges, dans les lycées. Moi, je suis parent dans les collèges et lycées depuis 17 ans. Et ça peut toucher toutes les familles. Hein. Que ce soit des familles du 4e, du 17e. Voilà. Donc, du coup, ce que nous avons fait hier, c'est vraiment définir les problématiques qui existent. Ces centres-là, nous, on n'en veut pas. Tout simplement, on n'en veut pas. Ni dans le 12e, ni dans le 12e, ni dans le 19e, ni à Aubervilliers. Par contre, nous sommes sur la proposition d'une prise en charge correcte et je laisserai un spécialiste du domaine, qui est M. François Diot, vous en parler, parce que je pense qu'il a des choses à nous proposer et ces propositions vont servir à tout le monde. Je suis riverain du 10e arrondissement et en fait je me suis mobilisé sur la question de l'installation d'une HSA qui devait avoir lieu à Bonne Nouvelle dans des anciennes latrines. On s'est mobilisé avec différents comités de riverains et on a réussi à se faire entendre tout simplement. Et surtout ce qui est intéressant dans cette approche, je vois qu'il y a des gens du 10e, du 20e, de différents arrondissements en fait. C'est un problème qui touche aussi bien Paris que la banlieue, et on le sait malheureusement. Alors moi, je suis quelqu'un d'un peu particulier parce que je suis tout à fait favorable à la réduction des risques, mais je suis tout à fait opposé à la consommation supervisée. Je vais vous expliquer pourquoi. Moi, j'ai été chef de service d'un car raid pendant 14 ans.
J'ai participé à... J'ai cru vraiment, sincèrement, au bienfait de l'ouverture de la salle de consommation de la Riboisière. J'ai participé à son ouverture. À l'époque, j'étais responsable d'un carut en 10e. Pourquoi j'ai changé d'avis? Parce que j'ai pu voir en fait que l'espace urbain n'était pas modifié, n'était pas modifié en termes de paix et de tranquillité, et que cette salle avait des conséquences. J'ai cru sincèrement, en canalisant des personnes, en leur permettant de consommer dans un endroit dédié, supervisé, ça allait calmer cette situation, et que l'environnement allait se pacifier. En fait, force est de constater, c'est pas le cas. Pourquoi? Parce qu'il y a une zone autour de cette salle, d'immunité pénale, entre guillemets, de 300 mètres. Cette salle attire des polyconsommateurs, ce que a dit madame, je ne sais plus comment elle s'appelle, Flagellès, et juste un contresens, ce ne sont pas des consommateurs d'héroïne parce qu'ils injectent, ce sont des polyconsommateurs. Alors il y a des injecteurs, le produit le plus consommé c'est du sulfate de morphine, du Skenan, donc un médicament prescrit, on ne demande pas qui, et les gens sont aussi consommateurs de crack. Donc pensez que dissocier le crack, déjà sur la question de la salle de consommation à moindre risque, de l'injection, c'est à mon sens, à partir du moment où il y a polyconsommation, il y a usage de différents produits, et s'il y a du crack, on ne peut pas dissocier le fait qu'il y ait de la consommation de crack du deal à proximité. Moi je vois tous les jours, je vais parfois dans le quartier, tous les jours des consommateurs et du deal autour de la salle. C'est ça la réalité. Si cette salle pouvait canaliser et permettre à des personnes de consommer et quitter la salle, elle ne poserait pas de problème. Le problème se pose au niveau de la politique qui est proposée depuis des années. Cette politique, c'est ce qu'on appelle la réduction des risques. La réduction des risques, elle est hyper efficace sur deux points. La réduction du taux de contamination par le sida et par l'hépatite C. Mais en ce qui concerne la supervision de la consommation, il y a des problèmes systématiquement autour des endroits où les gens consomment. Et ça, c'est un vrai problème qui va se multiplier partout dans Paris. Aujourd'hui, dans le décret que vous nous avez lu ou donné quelques éléments sur la marche à suivre pour ouvrir une HSA. Alors moi, je veux bien entendre ça, sauf que le problème de l'idéologie dominante en addictologie en France, c'est privilégier la réduction des risques au détriment du soin, qu'on le veuille ou non. Malheureusement, pourquoi? Parce que tout simplement, aujourd'hui, dans le parcours de soins, la question de la désintoxication n'est même plus présente. On a une approche médico-sociale qui a fonctionné pour les opiacés, pour les héroïnomanes, ou même les consommateurs de Skenan, parce qu'il y a des traitements de substitution. On est en panne avec cette approche médico-sociale sur la question du crack. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de traitement de substitution pour les gens qui consomment de la cocaïne. Donc cette approche, plutôt que de la réfléchir, de la réformer, de la penser autrement, eh bien on continue, alors moi je trouve dans un truc très très démagogique, de penser que parce qu'on va créer des espaces de consommation supervisés dans des lieux d'accueil, qu'ils soient XAPA, qu'ils soient HSA ou qu'ils soient CARUD, on va permettre une relation thérapeutique et initier une demande de soins. Malheureusement, moi je suis désolé. Malheureusement, la question du crack, moi je la connais bien, j'ai bossé dans le 18e près de la colline du crack, j'ai dirigé un programme d'échange de seringues mobile la nuit, je connais super bien la question. Moi, si on attend la demande de soins de la part des usagers de crack, on peut l'attendre. Ça fait 30 ans qu'on attend cette demande, malheureusement. Donc qu'est-ce qu'il faut? Il faut changer de paradigme, il faut changer l'approche. Qu'est-ce qu'on propose? Nous, on a réfléchi un peu, on a échangé. Bon, moi, il se trouve que je suis aussi thérapeute sur un modèle thérapeutique qui s'appelle le modèle Minnesota. J'ai travaillé dans un centre de traitement en Angleterre, après avoir été chef de service d'un CARUD. Donc moi, je n'ai pas d'a priori, si vous voulez, je ne pense pas que la réduction des risques doit être une religion. Ce qui m'intéresse, c'est de proposer des solutions de soins. Quand on est dans un parcours où on présente le soin en addictologie comme un parcours, déjà on fait erreur, malheureusement. Moi je me suis rendu compte qu'au niveau national, les CARUD, qui sont des centres d'accueil d'accompagnement à la réduction des risques, où aujourd'hui on n'a pas encore le droit de consommer, n'orientent que 10% de leurs usagers, 10%
C'est pas moi qui le dis, hein, je l'avance pas. C'est une étude qui est dans un rapport qui est accessible sur Internet, le rapport ASA-CARUD national de 2019. Vous lisez ce rapport, et bien malheureusement, il n'y a que 10% des usagers des CARUD qui sont orientés vers le soin, vers des XAPA. Je ne parle pas des intoxications, c'est un rendez-vous dans un XAPA. Donc la problématique, elle se pose déjà avant de parler de consommation supervisée. Comment on peut articuler mieux le soin en France? C'est ça le fond du problème. Moi, j'ai rien contre la consommation de drogue, les gens sont libres de faire ce qu'ils veulent. Le problème de l'usage, et entre autres de l'usage de crack, c'est qu'aujourd'hui, on ne propose pas de solution innovante. Qu'est-ce qui existe dans d'autres pays? Il y a d'autres modèles thérapeutiques qui existent. Le modèle dominant partout dans les pays anglo-saxons, c'est les centres de traitement, où on commence par désintoxiquer les personnes. Ensuite, on leur propose de faire de la thérapie de groupe. Le modèle Minnesota est basé sur la thérapie de groupe. Pourquoi ça fonctionne? Parce que dès le départ, les personnes préparent leur sortie du centre en sachant qu'ils vont pouvoir aller dans des groupes d'entraide, comme les narcotiques anonymes ou cocaïne anonyme. Ça existe partout dans le monde, ça existe en France. C'est pas suffisamment utilisé et valorisé par les dispositifs de soins, c'est gratuit en plus. Il y a 15 réunions narcotiques anonymes tous les jours dans Paris, toute l'année. Il y a 150 000 réunions par semaine dans le monde. Ça existe partout dans le monde. Pourquoi en France, on a une approche médico-sociale qui oublie complètement un truc qui me paraît juste essentiel, sortir l'usage de l'équation désintoxiquer, c'est pas un gros mot, c'est permettre aux personnes d'élaborer. Pourquoi moi je suis contre la création d'espaces de consommation supervisés en CARUD? Parce que précisément en CARUD, ce qui était intéressant, c'est que les gens sortaient la tête de l'eau pendant quelques heures, où ils pouvaient discuter d'autre chose que de consommation et où on n'avait pas le droit de consommer, ni à l'intérieur, ni à proximité, parce qu'on faisait gaffe et pas de dealer à l'entrée de la porte. Donc maintenant, c'est un choix politique. Vous me parliez vous me dites, moi je suis désolé, mais je ne peux pas vous... Je suis obligé d'être critique sur votre... Voilà. Vous êtes en campagne électorale, vous avez voté une loi. Non, mais vous ne voulez peut-être pas... Non, moi, c'est mon point de vue. C'est important pour je vous écouter, madame. Non, mais je dis que c'est très important de parler de la campagne durant cette réunion. Quoi qu'il en soit, on va peut-être pas parler de politique, mais une chose est sûre. Le modèle thérapeutique, il fonctionne pas bien aujourd'hui. Il y a des alternatives. La prise en charge avec une désintoxication, le renforcement des places en psychiatrie, la moitié des consommateurs de crack sont psychotiques, ont des problèmes de comorbidité psychiatrique qui ne sont pas prises en compte. On ne se pose pas la question de l'hospitalisation sous contrainte pour un schizophrène qui décompense dans la rue. On a des a priori sur les consommateurs de crack qui seraient des usagers responsables de leur consommation. Non, la nature de leur addiction, c'est précisément cette incapacité à la gérer. Quand des gens sont en souffrance, l'obligation de soins me paraît quelque chose de bien fondé. Je vois que Jean-Paul Bruno est arrivé. Jean-Paul Bruno est responsable d'un centre, d'une communauté thérapeutique. Il y a des gens qui étaient à la colline du crack, qui sont dans sa communauté thérapeutique. Si vous voulez l'entendre, je pense qu'il a vraiment quelque chose de très intéressant à vous proposer, parce que là, on est vraiment... Il y a des lits en psychiatrie un peu partout, et je pense qu'il faudrait réfléchir à cette mise à l'abri avec l'injonction thérapeutique pour les personnes qui sont incapables de choisir. Si on attend qu'elles soient volontaires pour se soigner, c'est impossible. Et j'ai 35 malades dépendants dans mon centre, et je peux vous assurer que si on ne les avait pas un peu forcés, s'il n'y avait pas des conséquences pour les amener aux soins, ils ne seraient jamais soignés. Donc il faut un peu de contraintes. Bien entendu, les contraintes, il faut qu'elles soient du côté humain, avec un cercle de protection, voire les empêcher d'aller consommer au départ, parce qu'ils sont incapables de résister aux pulsions de consommation. D'où le milieu psychiatrique est le plus adapté, un milieu fermé au départ, pour stabiliser la personne et faire l'inventaire de toutes les problématiques de santé. Un polytoxicomane, et c'est la majorité d'ailleurs, polytoxicomane avec des pathologies annexes, et pour faire l'inventaire, il faut un moment où la personne va se poser, où on fait vraiment ce travail, disons à la fois du sevrage progressif ou rapide sur les produits les plus addictifs, bien sûr, stabiliser avec des médicaments, mais ça se fait sous contrôle d'un médecin et d'infirmiers, donc il faut un lieu protégé qui permet ça,
Et une fois que la personne est stabilisée, cette post-cure est nécessaire derrière de 2 à 3 mois. Ça, c'est impératif, sinon il va retourner à la rue, il va recommencer obligatoirement. Vraiment s'inquiéter sur le nombre de places dans des structures après la post-cure. Et les centres de soins, il faut les encourager bien sûr à prendre ce public dans un cadre bien spécifique, parce qu'un toxicomane, ce n'est pas un malade qu'on va pouvoir, je dirais, domestiquer entre guillemets au départ. Il faut un peu l'amener à se séparer de tout ce qui fait son addiction, tout ce qui fait également l'aggravation de ses pathologies annexes, qui fait que plus on attend, plus ça va coûter cher à la société, plus il va dégrader autour de lui la société et faire des victimes, ou en tout cas être utilisé par un milieu ambiant qui ne fait pas de cadeaux. Quand j'entends 14 ans être exploité par des dealers, je peux vous assurer qu'il n'y a pas d'âge pour ça. Hein. La prostitution pour avoir du crack ou de la cocaïne, ça existe plus souvent qu'on ne le pense. Voilà, donc il faut imaginer toutes les conséquences et la dégradation sur le plan psychologique. Donc nous, on essaie de réparer tout ça, mais en permettant à la personne qui est victime de tout ça de se reconstruire et de remettre. C'est une véritable renaissance. Alors ceux qui peuvent venir voir, rencontrer ceux qui ont cette capacité de sortie vers la réinsertion, vers le logement autonome, ben, je vous promets que ça donne de l'espoir, et beaucoup sortent des situations que vous connaissez malheureusement, mais il faut leur donner cette chance au départ, sinon ça ne sert à rien. Vous prêchez un convaincu et je suis 100% d'accord avec vous. Mais on est 100% d'accord. Merci beaucoup. Si je résume, je vais répondre à ce que vous venez de dire. Si je résume ce que vous venez de dire, on part d'abord d'une hospitalisation sous contrainte, et ensuite, ce que vous êtes en train de dire, c'est attention à la sortie sèche. Et à partir de là, le post-cure et la prise en charge, l'accompagnement, etc. Pas de sortie sèche. Voilà. Ok. Non, mais je vois très bien. Je vois très bien le point. Un peu de la même manière qu'on a construit dans le cadre, enfin, je ne vais pas faire de parallèle, mais dans le cadre de l'incarcération, on a mis des dispositions hors sortie sèche. Et vous êtes en train de dire là aussi qu'il faut qu'on fasse ce qu'on appelle des SAS en fait. Voilà, des systèmes d'accompagnement vers la sortie. Et en fait, il faut qu'on réfléchisse à ça également. Ok, très bien. J'ai entendu. La seule chose qu'on leur propose, c'est quand je vous disais pas la criminalisation ne sert à rien. Aujourd'hui, la seule chose qu'on leur propose, c'est une garde à vue. Oui, on a des communiqués. Mais parce que la loi ne permet pas d'aller au-delà. Et la seule chose que je voulais dire, ce que je vous entends dire, il faut que chaque arrondissement prenne sa part. Je ne serais pas d'accord avec vous sur un point. Je ne vous dis pas que le fait de les avoir déplacés à la Villette soit une bonne chose. Hein. C'est pas ça que je veux vous dire. Je pense en revanche, de manière... Enfin, que déplacer, c'est démultiplier les problèmes. Oui. Et je ne pense pas... alors, je sais que certains pensent que, et d'ailleurs certains disent, que ça essaie, mais qu'ils sont par petits groupes et que c'est moins dangereux. Je ne partage pas cette vision des choses, et je ne pense pas qu'il soit nécessaire de déplacer. Et donc, dans les lieux où la situation n'existe pas, ne se présente pas, il n'est pas nécessaire de créer une difficulté. C'était le cas chez vous, c'est ça que je dis que je regrette la situation que vous vivez aujourd'hui. La RATP demande la fermeture pure et simple de la station. Je sais, on habite là-haut. Je sais, et sachez, et je verrai avec Mounir ce qui dans ces propositions peut être partagé ou pas. Voilà. Mais sachez que Mounir Majoubi travaille sur le sujet. Et qu'on avait Bastien Lachaud aussi autour de la table. Hein. Je veux dire, on ne s'est pas réunis qu'entre députés de la majorité sur des sujets-là. Non, mais ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a des sujets sur lesquels on va au-delà de l'étiquette. Oui, je suis pour l'hospitalisation sous contrainte, parce que je pense que le parcours de soins, parfois, il doit pouvoir être contraint, et que je crois que le volontariat est assez réduit. Oui, il faut qu'on travaille aussi sur des mesures de prévention. En effet, c'est pas ma spécialité. Je viens de vous dire, c'est pas ma spécialité. Mais en effet, j'entends très bien qu'il y a des sujets de prévention sur lesquels on doit pouvoir avancer aussi.
Ça va, les tensions sont apaisées, ça va? L'eau a coulé sous les ponts. C'est bien. Et Madame Elisabeth Moreno a été touchée parce que je vous avais dit la dernière fois. Et je suis venu avec la rage et l'énergie parce que ce qu'on subit, c'est réel. Ce que subit Michael, je le subis aussi dans mon quartier parce que la salle de shoot qui est à Gare du Nord, elle infecte plusieurs quartiers. Stalingrad, Marx-Dormois, La Chapelle, Porte-la-Chapelle et Barbès et puis tout un environnement. C'est pas juste la Riboisière, c'est vraiment tout un environnement qui est touché, qui est organisé autour de trafic, autour de cette salle de shoot. Aujourd'hui, on a fait en sorte justement de dénoncer et de démontrer des situations qui sont tout d'abord stimulées par des décisions préfectorales. La situation qu'on vit aujourd'hui à Porte de la Villette et qui se répand à travers le tramway sur toutes les portes et qui est en train de nous pourrir la vie et à travers tous les métros. J'ai filmé aussi des choses incroyables sur la station de Nation et je ne sais pas si dans votre circonscription, mais ça vous concerne parce que ça reste quand même dans le 12e. Et le 20e est loin d'être épargné. Ça n'en déplaise à certains, il y a des parties où c'est tranquille. Le 20e est loin d'être épargné. Et puis on va dire que le zèle de M. Pliez n'arrange rien du tout. Il s'est vanté le 30 août, quand on a alerté justement les riverains du 20e, qu'il avait dirigé une communauté thérapeutique à Aubervilliers. Je me demande où sont les résultats. En parlant d'Aubervilliers, Bader, qui est à côté de moi, qui est le vice-président d'associations sur lesquelles en ce moment on agit avec Méditerranée, qui est la remontée, on travaille directement dans le contact avec les toxicomanes sur les problèmes d'hygiène, sur les problèmes alimentaires, sur les problèmes de retour aux soins. On ne fait rien sur le retour aux soins. La première des choses, c'est les amener par exemple sur une activité sportive. On ne met pas les moyens pour les mettre ne serait-ce que sur une activité sportive pour qu'ils se sauvent. Ensuite, nous, ce qu'on a remarqué sur les décisions de justice, quand un toxicomane au crack ou un toxicomane, peu importe, est mis en prison, il est en train d'entamer un début de sevrage. Est-ce que la France est plus reculée que les dom-toms qui ne bénéficient pas de moyens? Les dom-toms ont mis en place, entre eux, il n'y a pas d'institution, des solutions de sevrage radicales. Et les gens se sont sevrés, les gens se sont rétablis. Aujourd'hui, le crack, c'est en train de mettre un système moyenâgeux dans différents camps, différents parkings, différents squats, parce qu'il n'y a pas que la Villette. Il n'y a pas que la Villette, hein, ça il faut le savoir. Hein. Il y a Stalingrad n'a jamais bougé, Jaurès n'a jamais bougé, La Chapelle c'est toujours pareil, Porte-la-Chapelle jusqu'à Porte de Clignancourt, c'est la merde, clairement, il faut le dire. Le métro de Marx-Dormois, faut le laisser tomber, c'est tout ce que je peux vous dire. Et le sevrage, c'est une solution. Et quand on voit aujourd'hui comment le consommateur, au fur et à mesure, avec cet écosystème, se déshumanise, parce que clairement il se déshumanise, on a atteint des stades d'actes de viol, de pédophilie, de prostitution juvénile. Moi et Bader, malheureusement, on a pu faire ça que sur une seule mineure. On a fait sortir une mineure de 14 ans et on voulait lancer une alerte à BFM TV, mais malheureusement BFM TV préfère mettre en avant les Dalton et puis d'autres trucs pour faire du Zemmour. Parce qu'en ce moment, il y a plein de parents à travers toute la France, et ce n'est pas un problème parisien, c'est un problème national et européen. Je peux même vous dire que je suis allé à Genève, et l'état de la toxicomanie, c'est pas mal quand même là-bas. C'est assez grave, quand vous voyez des mineurs de 14 ans mis sous crack, prostitués de force, et que vous apprenez que la personne qui l'a retenu, il a 53 ans, que c'est un toxicomane lui-même vendeur, je pense qu'on ne comprend pas. Et il y a un manque de compréhension dans beaucoup de déclarations qui se sont faites. Je félicite aujourd'hui votre volonté de vouloir comprendre ce problème et justement aussi de travailler sur des solutions efficaces. Je félicite aussi le fait que vous êtes pour l'hospitalisation obligatoire, parce que cette hospitalisation obligatoire, c'est ce qu'on a fait pour la petite mineure qu'on a retrouvée. Il y a une décision du juge. Et là, on va parler de régalien. Vous savez, tous les jours à Porte de Clichy, il y a des décisions de justice qui me sont remontées sur des procès sur le crack. Et très peu sont appliqués. Sur les vendeurs de crack et sur les consommateurs qui agressent. Moi-même, j'ai failli me faire éborgner par un consommateur de crack, il est en liberté. Ni dommages et intérêts, ni peine de prison. Donc là-dessus, déjà, il y a une volonté de ne pas vouloir emprisonner. On emprisonne le moins possible. Donc, clairement,
si vous pouvez nous aider, il y a plusieurs ministres à interpeller. Dupond-Moretti, Darmanin qui nous a toujours snobé malheureusement, Monsieur Castex, le ministère de la Ville et le ministère de la Santé. Surtout le président de la République. Et surtout le président de la République que j'ai interpellé à plusieurs reprises pour venir dans nos quartiers. Il n'y a pas que Marseille, Paris c'est sa capitale, il doit venir. Il doit venir. Et on aimerait vraiment lui expliquer beaucoup de choses. Quand il est venu inaugurer la maison de la mode à Port d'Aubervilliers, ça a 2 pas de chez moi, il y a des toxicos, et qu'on voulait l'interpeller sur cette situation, il n'a malheureusement pas voulu parler avec nous. Et c'est pour ça que, quand je suis venu à votre réunion, j'étais exaspéré. Aujourd'hui, on manque de soutien, on manque de moyens pour pouvoir travailler sur le sevrage et la sortie de crise. Et les policiers qui sont sur le terrain, ils manquent de moyens. Il faut de la police. N'en déplaise à qui vous voulez, il faut de la police. Et moi, je suis pour 0 HSA, je suis pour des villages thérapeutiques. Je vais même balancer ce qu'on a fait avec le collectif de riverains grâce à Stalingrad. On a pris 15 toxicomanes dans des maisons reculées. Sur les 15, seuls 2 sont retombés. Le sevrage a son efficacité. Et je félicite l'expérience aux États-Unis parce que là-dessus, ils ont le problème. Le problème, en fait, ça déborde tellement qu'ils n'y arrivent plus, mais ils commencent à arriver à des solutions. Et la France veut se voiler la face. Elle veut utiliser la méthode canadienne, la méthode portugaise. On peut voir qu'aujourd'hui, Vancouver est une ville de zombies. Et Montréal, j'ai vécu à 10 ans. J'ai vécu à 10 ans. Et ce qui se passe aujourd'hui, j'ai averti et j'ai quasiment anticipé. On y est. On est dans une situation américaine. On est dans la plus grosse scène de crack. Et c'est européen. Cette crise est européenne. Donc, madame, on a vraiment besoin de vous. Et il faut que le gouvernement bouge et nous soutienne. Merci beaucoup. Bravo. Je suis né à Aubervilliers, j'ai grandi à Aubervilliers, ça fait 60 ans que j'habite. Alors, le problème, c'est que nous, on est tous les jours, il y a un mépris, tous les jours, il y a des agressions, tous les jours, il y a des intimidations, tous les jours, il y a la mendicité, tous les jours, des interventions de police. De tous les SDF du nord-est parisien. Je sais bien. Alors, vous m'avez posé une question. L'intervention de l'armée, si vous voulez. Moi, je filme, j'ai l'intervention de l'armée. Il faut qu'on a des dealers de crack. Mais c'est exactement. C'est des gens pauvres, c'est des gens à la rue. Je sais bien, et c'est exactement. Le nombre a augmenté. Le nombre a augmenté. Vous allez avoir. Je vais arrêter, hein, ce que j'ai dit tout à l'heure. Hein. Et encore une fois, non mais je fais preuve de patience, mais vous ne me laissez pas terminer des phrases. Vous savez, moi je fais des débats là, face à des hommes politiques, à des humoristes qui laissent même finir mes phrases. Vous ne me laissez même pas terminer ma phrase. J'essaye de finir une phrase. Juste un peu de patience, je vous ai pas dit. Voilà, c'est vrai, je vous dis un peu. C'est vrai. Vous m'avez posé une question. Que faire pour les consommateurs de crack? Il y a une réalité. Ce que dit cette jeune fille, c'est que ce sont des personnes qui sont en effet des personnes en grande souffrance. C'est des personnes qui, en effet, c'est la réalité, en tout cas concernant les consommateurs de crack, ont une espérance de vie extrêmement limitée, qui se compte en mois. C'est une réalité. Et donc, non, on compte pas là-dessus, non, on va pas construire des places de cimetière ou des choses comme ça, non, ce que je dis, non, mais là, je terminerai une phrase, je ferai une phrase à un moment qui ira jusqu'au bout, du début à la fin, peut-être, je sais pas, hein. On essaye, bon, donc je disais, c'est pour ça que moi je suis pour la mesure d'hospitalisation sous contrainte. Je pense que c'est une mesure qui est une mesure utile et qui est une mesure qui apporte une solution. Voilà, c'est ma position. Tout le monde n'est pas d'accord avec moi parce que certains pensent qu'il faut que ce soit une démarche volontaire. De ce que j'ai compris des différentes personnes que j'ai entendues, c'est qu'il y a peut-être que 5% des consommateurs qui entrent eux-mêmes dans une démarche volontaire. Et donc moi je pense que pour les autres, il faut cette hospitalisation sous contrainte. Défendez-la nationalement. Non, c'est pour ça que je disais tout à l'heure que si moi j'étais aujourd'hui en capacité de déposer une proposition de loi, je le ferai sur ça. Faites-le, vous l'avez déjà fait. Non, mais, oui, je peux faire, oui, mais là je peux plus, c'est la fin de la session depuis le 28 février, je peux plus déposer de proposition de loi en fait. Depuis le 28 février. Mais oui, mais comme ça dans la rue. vous prêchez une convaincue, c'est la proposition que je vous dis, c'est ce que moi j'aimerais faire. Voilà. Voilà. Une prise en charge où on les amène vers un sevrage. Exactement.
l'autre point que je retiens de ce que vous venez de dire tout à l'heure, vous avez dit les comités de pilotage, Théodule, blablabla. Je suis d'accord, le mot concertation, on l'aime pas beaucoup. Hein. En revanche, là, on est sur un nouveau schéma qui est mis en place. Vous avez mis 2 points d'alerte qui me semblent être des points d'alerte importants, sur le fait que le calendrier avait été extrêmement short, et 2, sur le fait que les riverains n'avaient été représentés que par des associations pro-HSA. Ça, c'est des choses qui se corrigent et qui s'écrivent. C'est-à-dire que, oui, mais votre témoignage, il est là pour nous aider aussi pour l'avenir. Et donc, dans le cahier des charges, ce qu'on peut mettre, c'est notamment une question de représentativité des riverains et des différentes... pardon ? Vous voulez que je vous dise ? Tout le monde n'est pas... Quand je vous dis que moi j'ai une ligne dure, c'est que j'ai une ligne dure sur ce sujet-là. Mais il y a beaucoup de personnes qui considèrent que l'hospitalisation sous contrainte, ça doit être réservé à des cas extrêmement rares et extrêmement difficiles, de criminels, de... Voilà, et c'est vrai que ça mérite... Anne Fleuris dit que ce serait de la dictature que de protéger ces gens et de les encadrer médicalement sous contrainte. Mais, et moi je pense que ça nécessite un débat. C'est pour ça que je pense que cela nécessite, de toute façon ça nécessite de passer par la loi, et donc ça passera par la loi, par un débat parlementaire, et donc à partir de là, les parlementaires se mettront d'accord ou pas. Mais oui, enfin je veux dire, d'un côté il y a des... Moi par exemple je suis même pas pour la dépénalisation du cannabis. Donc, mais j'ai tort comme vous dites, mais j'ai des lignes à moi qui sont des choses que je porte et je les assume. Et donc on n'est pas tous 100% d'accord sur tout, mais il y a des... Ah mais vous êtes désagréable monsieur, je vous le dis vraiment, vous êtes désagréable. Hein. Comme si on était des sous-parisiens. Donc pourquoi Madame Hidalgo et toute l'équipe municipale qui veulent ces HSA, il y a de la place à l'hôtel de ville. Au lieu d'ouvrir une académie du climat qui ne sert à rien, voilà, à l'hôtel Dieu, au lieu de faire un hôtel de luxe, mais ouvrez un centre de désintoxication, de sevrage et d'accompagnement social. Voilà. Je connais très bien les situations du 12e et du 20e. J'ai ensuite, une fois qu'on a réglé la situation du déplacement dans le 12e, j'ai tout de suite dit à mon collègue Mounir Majoubi que je n'allais pas le laisser tout seul traiter ce sujet aussi dans le 19e. Et c'est comme ça que j'ai intégré le plan CRAC. Parce qu'avant, normalement, je ne suis pas dans les réunions du plan CRAC. Mais c'est parce que j'ai demandé à y être intégré pour pouvoir accompagner mon collègue qui a remis un panel d'une 20aine de solutions pour le nord-est de Paris. Et donc, moi, je l'appuie, je le soutiens un maximum. Il a énormément travaillé ce sujet, il a fait des propositions, il les a présentées dans le dernier plan CRAC. Il y en a certaines sur lesquelles on a bien vu que ça n'avançait pas, il y en a d'autres sur lesquelles on sent qu'on va pouvoir avancer. La prostitution, la consommation et du deal de crack qui est organisé. J'habite à 20 mètres d'un hôtel social et je tiens à faire part de la réalité de ce qui se passe avec le bus de l'ARS et les associations comme Aurore qui militent pour la légalisation des drogues. Et ça, on n'en parle pas. Voilà. C'est très important d'en parler.